Vous allez découvrir maintenant la pertinence de perfectionner la collaboration ainsi que les 5 conditions essentielles pour que celle-ci soit efficace. Avec notre prochain expert, j'ai le plaisir de vous présenter M. Marcel Auclair, cofondateur et vice-président d'A+ Transition. M. Auclair, on vous écoute. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue tout le monde. Très content d'être là. Donc, écoutez, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Ça fait plus de 30 ans que je travaille étroitement avec des partenaires, des directeurs, des vice-présidents ressources humaines. Et donc, c'est toujours un plaisir de contribuer là, au succès de vos différentes initiatives. Et moi, pour me présenter rapidement, ça fait plus de 30 ans que j'interviens dans les grandes organisations, que j'aide les leaders à réussir leur changement, à mettre en place des stratégies pour réussir des transformations et, entre autres sujets, parler de collaboration. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, j'aimerais un peu partager deux petites histoires qui font pourquoi je suis là aujourd'hui à vous parler de collaboration. D'abord, il y a plusieurs années, j'ai lu le livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle « 7 Habits of Highly Effective People », un livre qui m'a marqué et qui m'a inspiré à l'époque à écrire une petite mission personnelle. Une mission que j'ai simplement libellée en disant « mettre plus d'humains dans les organisations ». Et c'est une mission qui m'inspire toujours, qui me guide toujours dans mes interventions auprès des organisations, qui me guide dans ma façon de diriger, de coordonner l'entreprise dont je suis le cofondateur. Et je crois fondamentalement que mettre plus d'humains dans les organisations, c'est plus important que jamais. Et c'est le thème d'aujourd'hui, la collaboration. Bien, je pense que quand on collabore plus efficacement, on met plus d'humains. Et si on met plus d'humains, bien, je pense que ça a toutes sortes de retombées au niveau de la performance, au niveau de l'engagement et bien sûr au niveau de la rétention, de la rétraction, de l'attraction des employés, ce qui est un sujet qui nous concerne tous plus que jamais en ce moment. Une autre histoire, ça se passe il y a plusieurs années. J'étais co-responsable d'une équipe de gestion de changement dans le cadre d'une grande implantation PeopleSoft pour une grande université. Et j'avais à collaborer, entre autres, avec la direction des finances, avec la direction des immeubles et la direction du projet. Donc, j'avais au niveau du côté des finances la directrice des approvisionnements, André, une femme de tête, une femme qui voulait aller là où elle avait le goût d'aller, puis qui avait vraiment des idées très arrêtées, et qui disait, bon, mais maintenant, on va en profiter avec l'arrivée du nouveau système pour mettre en place des nouvelles règles qui vont vraiment mettre plus de rigueur dans la façon de gérer les approvisionnements, puis c'est comme ça que ça va se passer. C'était très clair pour elle, puis elle n'était pas très à l'écoute de vues divergentes. Du côté des immeubles, on avait Michel, un directeur des opérations passionné, un gars de terre à terre, de terrain concret, qui lui était là pour opérer. Il dit, moi, j'opère, alors j'en ai rien à cirer de règles qui vont m'empêcher de commander là, un équipement de chauffage. Si j'ai du chauffage qui s'est brisé, il faut que ça roule, il faut que ça opère. Et de l'autre côté, j'avais aussi la directrice du projet, qui lui, Annabelle, une femme pragmatique, une femme terre à terre, qui était là, écoutez, moi, j'ai un système à livrer, j'ai un budget à respecter, des échéanciers à respecter. Alors, moi, que finance et appro ne s'entendent pas, là, c'est pas mon problème, qu'ils s'entendent, le système, il fait ça, alors ça va être ça. Je me promenais entre les trois groupes pour dire, coudonc, comment ça se fait, là? Tout le monde, on a un objectif commun, on veut tous la même chose, et pourtant, on y arrive pas. Alors, j'ai pris l'initiative de proposer une rencontre pour réunir ces trois groupes-là avec une démarche pour s'écouter, comprendre les causes du problème, explorer les solutions. Et ça a vraiment contribué à dénouer là, un enjeu de collaboration. Sauf que cette situation-là, qui est un peu ordinaire, on peut l'imaginer, moi, ça m'a soulevé toute une question. Qu'est-ce qui fait que des gens de bonne volonté, des gens intelligents, des gens qui ont un objectif qui se veut commun, se campent dans leur position comme ça et refusent de collaborer pour avancer vers une solution commune? Et ça a déclenché toute une recherche pour comprendre qu'est-ce qui peut expliquer ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour dénouer là, une telle situation. Alors, c'est une recherche. Et ça m'a amené à faire des conférences dans plein d'organisations, d'animer des ateliers sur la collaboration. J'ai perfectionné ça au fil du temps. Et ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment là, les 5 conditions essentielles qui ont émergé de cette recherche-là, de cette expérimentation sur le terrain. Et mon souhait aujourd'hui, c'est que vous repartiez avec quelques-unes de ces notions-là, qui pour la plupart sont des notions du gros bon sens, sont des choses que vous savez sûrement déjà, mais qui est toujours bon de se rappeler.
et qui font une différence. Moi, mon observation, c'est que ça fait une différence quand on applique les quelques principes de base, quelques concepts aussi qu'on va partager aujourd'hui. Ça amène plus d'innovation, ça aide à mieux résoudre les problèmes, ça aide à mieux comprendre les situations et avancer vers des solutions communes, ça donne plus d'engagement. Et je l'ai vu, j'ai vu des leaders qui se mettent à écouter davantage, des gens qui se donnent des nombres de groupes, des gens qui démarrent mieux leurs équipes, qui s'assurent de mettre leurs conditions en place. Et ça fait vraiment une différence. Et un autre de mes constats, c'est que malgré tout ce qu'on peut faire, on ne sait pas vraiment collaborer. Je le vois régulièrement, je travaille avec des groupes, là, et on a encore l'illusion que parce qu'on travaille ensemble, ben, on va collaborer efficacement. C'est heureusement le cas dans beaucoup de situations, mais c'est malheureusement pas le cas dans beaucoup d'autres groupes. Alors, qu'est-ce qui fait que le monde ne collabore pas? Il y a des conditions à ça, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je serai prête à démarrer ma présentation. Donc, parfait. Donc, trois messages clés que j'aimerais vous partager avant de démarrer la présentation. C'est que la collaboration, c'est un résultat. C'est une chose que j'ai appris puis que j'ai communiqué depuis que je parle de collaboration, c'est que la collaboration, c'est un résultat. C'est un résultat qu'on obtient lorsque les bonnes conditions sont en place. Donc, c'est ce que ça implique, c'est de reconnaître est-ce que les conditions sont en place et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Deuxième message, c'est qu'on va voir 5 conditions, puis chacune de ces conditions-là est importante, mais c'est encore plus l'ensemble de ces conditions-là qui va faire une différence quand on les applique toutes les 5. Et le plus important, c'est que la valeur ajoutée de ces conditions-là se retrouve principalement dans les discussions, dans les prises de conscience et les actions qui en découlent. Bon, je vais dire des choses, ben oui, je sais ça, mais l'important, c'est pas est-ce qu'on le sait, mais est-ce qu'on le fait? Alors, est-ce qu'on veut se rappeler ces choses-là qu'on a à faire? Mais ce que j'ai vu, c'est quand on a la discussion sur le leadership, sur les conditions, sur la sécurité psychologique, sur les conditions de rencontre, l'efficacité de rencontre, et qu'on se pose des bonnes questions, c'est là qu'il se passe des choses. Donc, ce que je souhaite, c'est que vous partiez aussi avec une couple de rappels, de notions qu'on va voir aujourd'hui et de vous en servir pour partager des constats et susciter des discussions avec les équipes, les groupes avec lesquels, les leaders avec lesquels vous travaillez. Et mon défi pour vous aujourd'hui, c'est de devenir des experts en collaboration efficace. Puis un expert, ça fait quoi? Donc, vous êtes des experts en ressources humaines. Alors, si je vous amène des enjeux de recrutement, des enjeux de rémunération, des enjeux de harcèlement, des enjeux de climat de travail, vous allez avoir des pistes d'action, vous allez avoir des points de repère pour rapidement comprendre ce qui se passe et vous mettre en action pour trouver des solutions à ces différentes situations-là. C'est la même chose en collaboration. Si on est expert en collaboration, on va rapidement reconnaître pourquoi, on a des enjeux de collaboration ici. Oui. D'abord, on va voir qu'il y a des enjeux de collaboration et ensuite, on va, OK, qu'est-ce qui fait qu'on ne collabore pas ici? On va être capable de voir les conditions qui sont manquantes. Puis, une fois qu'on voit les conditions manquantes, on va avoir différentes pistes d'action qu'on pourra prendre nous-mêmes ou qu'on pourra suggérer là, à nos collaborateurs pour avancer. Donc, c'est le souhait que j'ai pour vous et de vous partager différents trucs par rapport à ça aujourd'hui. Donc, 3 objectifs pour notre rencontre ce matin. Donc, on va prendre quelques moments pour se rappeler les fondements de la collaboration. Ça veut dire quoi, se collaborer? Pourquoi collaborer? Alors, qu'est-ce que ça implique de collaborer? Donc, on va faire quelques petits rappels par rapport à ça. Ensuite, je vais vous présenter les fameuses 5 conditions essentielles à la collaboration efficace et surtout vous partager des petits conseils pratiques, des points de repère pour reconnaître là, où sont ces conditions-là dans mon organisation, puis des petites choses pratiques que vous pourrez mettre de l'avant, là, qui peuvent contribuer à dénouer des situations. Puis à la fin, je vais proposer quelques pistes d'action pour commencer vous-même à être des catalyseurs, des experts là, qui font une différence au niveau de la collaboration là, dans vos organisations. Donc, vous avez reçu un lien, vous allez pouvoir retrouver le diagnostic que je monte à l'écran. Alors, moi, pour pas que ce soit juste là, une petite présentation que vous écoutez en faisant autre chose, puis que ce soit OK, bon, intéressant, OK. Non, j'aimerais ça vous inviter là, à penser à une situation, penser à votre organisation, penser à une équipe, pensez à un comité de projet, à un leader avec qui vous travaillez en ce moment. Ouais. Collaboration, là, c'est peut-être pas vraiment au rendez-vous. Là. Il y aurait peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Là. Donc,
Donc, la grille se trouve dans le lien crha.li/BAO. Donc, crha.li/BAO. Vous allez pouvoir trouver le document. Donc, je vous invite, au fur et à mesure qu'on va présenter les différentes conditions, à vous poser la question, OK, je me donne un beau sourire pour cette condition-là, je me donne un sourire, une face neutre ou je me donne une baboune. Donc, juste un petit diagnostic rapide, puis toutes les actions que ça vous inspire, que vous pourriez mettre de l'avant dès la fin de la journée aujourd'hui. Donc, ça va. Donc, allez chercher le diagnostic, et il est là à portée de main, puis je vais vous inviter à vous y référer au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, pourquoi collaborer efficacement est plus important que jamais? Ça a toujours été important de collaborer. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. On parlait de collaboration, ça fait depuis que je travaille, que j'entends parler, les silos, les fameux silos, il y a encore trop de silos. Et pourtant, les silos, ça a toujours été un défi, ça a toujours été là, un problème à régler. C'est encore là, mais c'est encore plus important que jamais de ne plus travailler en mode silo. Donc, beaucoup de réponses par rapport à ça. Si on était en atelier, je vous inviterais là, à y répondre et à y collaborer. Mais posez-vous la question, pourquoi c'est important? Puis la question est importante parce que si on n'est pas convaincu que ce n'est pas vraiment un problème, bon, c'est pas parfait, mais ça va quand même bien, il n'y aura pas rien qui va changer. Mais si on se rend compte, non, la collaboration n'est pas au rendez-vous, là, puis c'est important qu'elle change, c'est le point de départ de tout changement. Je travaille aussi beaucoup en gestion de changement, puis on dit toujours que le principal point de départ de tout changement, c'est de comprendre pourquoi on devrait changer. Alors, pourquoi on devrait mettre des efforts pour collaborer plus efficacement? Bonne question. J'ai pris connaissance récemment d'une recherche qui a été faite par Corel, compagnie, donc une recherche vraiment exhaustive auprès de 2000 employés dans des bureaux aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, Pays-Bas et Australie, pour voir un peu là, c'est quoi la situation au niveau de la collaboration. Donc, vous voyez les résultats ici, là, puis eux, ils parlent d'une crise de collaboration en chiffres. Donc, les employés s'accordent pour dire qu'une mauvaise collaboration limite leur productivité et leur fait perdre du temps. 70 %, c'est quand même très significatif. 64 % déclarent qu'ils perdent au moins 3 heures par semaine et 20 % d'entre eux gaspillent jusqu'à 6 heures par semaine, là, faute de bonne collaboration. 41 % nous disent qu'ils envisagent de quitter leur emploi en raison d'une mauvaise collaboration au travail. C'est quand même 4 personnes sur 10 qui nous disent ça. Et 78 % disent que la direction de leur entreprise ne fait pas assez pour promouvoir la collaboration au sein de leur organisation. Alors, je ne vais pas vous faire valoir que d'un point de vue juste gestion des ressources humaines, on a des pistes d'action pour dire un peu, il y a des impacts sérieux sur la rétention des employés, sur l'engagement des employés et d'un point de vue affaires. On regarde impact sur la productivité, c'est des heures perdues. Puis, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui peuvent se permettre de perdre des heures parce qu'on est tous en pénurie de ressources partout. Donc, ces 3 heures-là qui sont perdues, ces 6 heures-là qui sont perdues, c'est autant de capacités, autant de choses qui ne se règlent pas. Donc, c'est additionner toutes ces heures-là, ça va donner une coupe de TC, d'employés temps plein, là, qui pourrait encore plus contribuer là, à la performance de l'organisation. Donc, des chiffres qui font réfléchir. Quand j'ai vu ça, OK, je pense que ça vient confirmer qu'on a encore des enjeux de collaboration. D'autres raisons pour collaborer, performance. Les compagnies qui encouragent la collaboration sont 5 fois plus performantes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut for Corporate Productivity qui a fait une étude auprès de 1100 organisations. Ils ont pu faire une corrélation. Là. Quand on collabore efficacement, la productivité, la performance est au rendez-vous jusqu'à 5 fois plus. On est dans un monde qui est complexe aujourd'hui. La complexité des enjeux exige une contribution de plusieurs secteurs. Il n'y a pas grand problème qui peuvent se régler avec juste une perspective seule. C'est multisectoriel, donc on n'a pas le choix, il faut s'engager dans cette complexité-là et trouver des solutions ensemble. Les ressources, bon, évidemment, je n'apprends rien, le manque des ressources et le manque de temps demande plus que jamais de travailler en mode transversal, au-delà des silos. Souvent, on n'est pas efficace. Pourquoi? Parce qu'on fait nos choses toutes seules et ça cause toutes sortes de problèmes par la suite qu'on doit défaire, qui deviennent des crises, qu'on aurait pu au départ éviter en travaillant efficacement ensemble. Évidemment, je ne vous apprends non plus, au niveau de l'engagement, on est tous impliqués dans des équipes où ça collabore, où on s'écoute, on est créatif, on fait arriver les choses, ça déménage. Là. Il y a un taux d'engagement qui résulte de ça. On n'a pas le goût d'aller travailler ailleurs quand on retrouve ce genre de climat-là.
Donc, un niveau de collaboration efficace va contribuer directement à l'engagement. Puis évidemment, on l'a vu, il y a des coûts élevés là, au manque de collaboration en termes de temps perdu en rencontre, en termes de recherche d'informations, de dédoublement des efforts parce qu'on ne sait pas parler, de problèmes qui perdurent parce qu'on n'ose pas s'asseoir ensemble et les régler avec un objectif commun, des opportunités manquées, l'innovation qui n'est pas au rendez-vous. Donc, autant de raisons de vouloir collaborer davantage. Donc, une définition. Donc, collaborer, bien, ça peut vouloir dire beaucoup de choses selon ce qu'on en dit. J'aime souvent rappeler là, cette histoire-là où j'allais animer un atelier à Québec j'étais avec un groupe sur la collaboration. La petite fille qui avait 10 ans à l'époque me demande, papa, elle dit, qu'est-ce que tu t'en vas faire à Québec? Je m'en vais animer un atelier sur la collaboration. Tu sais. Ah, c'est quoi ça? Ben, c'est quoi ça, Marianne? Pourquoi la collaboration? Elle avait 10 ans. Ben, elle dit, c'est quand on travaille en équipe. Ouais, puis là, il se passe quoi? Ben, quand tu collabores, ben, on va partager nos idées, puis on va s'écouter. Puis ça donne quoi, ça? Ben, on va arriver à quelque chose qui a plus de bon sens, dans ces mots-là, qui a plus de bon sens, de l'allure, des bonnes solutions, tu sais. Ah, j'étais pas mal fier de ma fille qui arrivait avec une bonne réponse. Puis je vous raconte ça juste pour dire à quel point, là, on sait tous à quel point la collaboration est efficace. Une petite fille de 10 ans peut le comprendre, on le comprend tous, nous aussi. Mais ça veut dire quoi collaborer? Ben, c'est mettre en commun perspective, expertise, talent, information, opinion. Et c'est déployer des pratiques qui vont permettre justement de mettre en commun tous ces talents-là, perspective et expertise et autres. Puis la collaboration efficace. Donc, c'est d'optimiser le temps des ressources consacrées à la collaboration ainsi que les résultats qui en découlent. Et j'insiste ici sur le mot efficace. On collabore toujours. Collaborer, ça fait partie du travail de tous les jours, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Pour moi, c'est efficace que si on passe 1 heure, 30 minutes, là, on fait des échanges ensemble, ça donne des résultats. On n'est pas à tourner en rond là, ou à repartir, puis il n'y a rien qui a changé. Puis les résultats que ça donne, bien, si on travaille bien ensemble, si on collabore efficacement, puis collaborer efficacement, c'est de prendre le temps de s'écouter, c'est de prendre le temps de bâtir sur les idées des autres, c'est de rester en mode solution, c'est d'avancer vers plus d'innovation. Donc, ça amène une meilleure compréhension des problèmes, une meilleure qualité de solution, meilleure prise de décision parce qu'on implique les gens, plus d'efficacité, meilleure utilisation des ressources, plus d'engagement, plus d'innovation. Donc là encore, quand on prend le temps de mettre en place ces conditions-là, les retombées sont nombreuses. Donc, je vais vous inviter à vous diriger vers votre diagnostic. Puis en passant, mes excuses, les diapos que je vois à l'écran, il y a plein de petites faute de mise en page. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'utilisation, le transfert de la présentation. Ce n'était pas fait comme ça au départ. Là. Vraiment désolé pour ces petites erreurs de mise en page-là. Donc, ici, vous avez une échelle de collaboration que j'utilise depuis plusieurs années pour inviter les équipes à faire un état de situation rapide là, sur leur niveau de collaboration. Donc, sur cette échelle-là, vous voyez qu'une échelle de 1 à 10, si je suis à des niveaux 1, 2, on est plus en collaboration dans le mode fermé. Il n'y en a pas vraiment de collaboration. Au niveau 3, 4, c'est transactionnel. On collabore, bien sûr. Tu me demandes de l'aide, tu me peux participer à un meeting, partager de l'information, je vais collaborer, pas d'enjeu là, ça se passe, mais c'est plus transactionnel au besoin. Situationnel, il y a une situation, il y a un projet qui demande que plusieurs équipes, plusieurs ressources travaillent ensemble pour régler une situation. On a juste à penser là, au Forum Vert Club la semaine dernière, il y a plein de monde qui ont collaboré ensemble là, en mode urgence pour répondre à la situation d'urgence qui se présentait. Donc, 5-6, c'est situationnel. Ça me rappelle un groupe avec lequel j'ai travaillé qui avait fait une acquisition. Puis je leur demandais, avez-vous une situation où vous avez vraiment collaboré comme comité de direction? Et la réponse qui est venue rapidement, ah oui, quand on a fait l'acquisition de telle compagnie, on avait jusqu'au 31 décembre pour tout régler. Là. Alors, toutes les 3 lignes d'affaires qui étaient là ont vraiment collaboré efficacement pour tout mettre les conditions ensemble. Puis au 31 décembre, ils étaient prêts, mais il y avait une situation qui demandait là, cette collaboration-là qui n'était pas nécessairement là en temps normal.
Au niveau 7-8, ben là, la collaboration, ça arrive par design. Ça arrive parce qu'on s'organise pour livrer cette collaboration-là. C'est ciblé, c'est structuré, on a les objectifs, on a les structures en conséquence pour favoriser la collaboration. Pour le niveau 9-10, on a toute cette structure-là, ces cibles-là en place, mais en plus, il y a un climat vraiment qui rend ça de façon, là, c'est organique, ça se passe naturellement, on se comprend, on se regarde, on répond rapidement aux situations, on s'entraide, là, et c'est tout à fait naturel. Donc, ma question pour vous, si je rencontrais chacun d'entre vous, je vous demandais, si tu choisis une équipe, un département, une organisation ou un secteur, à quel niveau tu placerais le niveau de collaboration? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, 10? Donc, oups. Il y a une animation, les animations ne fonctionnent pas. Donc, mon petit bonhomme, il se promène. Il se promène sur l'échelle. Donc, et si je voyais vos chiffres, ben, peut-être que je verrais les chiffres que je vois la plupart du temps quand je pose la question. À votre avis, à quel niveau se situe la plupart des organisations? Et moi, selon mon expérience, à toutes les équipes à qui j'ai demandé, on est toujours autour de 5,5, 6. On est beaucoup plus dans le situationnel que dans la collaboration qui arrive par design parce qu'on a mis en place les conditions. Et quand je pose la question, vous aimeriez être où? Ben, c'est beaucoup plus au niveau de 7-8 qu'on voudrait être. Là. Et même certains disent non, moi je veux du 9-10, parce que je veux vraiment que mon équipe soit organique, qu'il y ait une collaboration qui soit naturelle. Donc là, la question, si vous êtes à 5-6, puis vous voulez être plutôt à 7-8, ben, ça montre un écart. Et la question à se poser, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour emmener mon équipe, mon organisation à un niveau plus 7-8? Donc, les fameuses 5 conditions, c'est quoi? Donc, là encore, c'est du gros bon sens, mais c'est comme j'ai dit, c'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait nécessairement. Donc, pour collaborer, ça prend quoi? Bien, si je regarde mon cercle rouge à gauche, bien, il faut que ça réponde à un besoin qui demande d'amener plus qu'une personne, plusieurs équipes ensemble pour s'attaquer à un problème. C'est aussi, le cercle rouge de l'autre côté, c'est aussi parce qu'on veut récolter plus de performances, on va aller chercher des résultats qu'on va pouvoir atteindre seulement si on réunit certains groupes de personnes ou d'équipes ensemble. Maintenant, c'est bien beau, mais si je veux que la collaboration que je souhaite soit efficace, bien, voici 5 conditions que je vais mettre en place. Il faut qu'il y ait un leadership collaboratif qui soit démontré autant par les participants et bien sûr par les dirigeants, les leaders qui sont responsables de l'initiative en question. Il faut qu'il y ait un soutien organisationnel qui soit aussi là, au rendez-vous. Des conditions, on va y revenir. Il y a des conditions qui sont en place au niveau de l'organisation qui vont déterminer si oui ou non les gens vont collaborer. Il faut qu'il y ait des conditions aussi qui soient réunies au niveau de la dynamique d'équipe. Comment ça se passe au niveau de l'équipe pour que la collaboration là, soit efficace entre les membres quand ils ont des échanges ensemble. Il faut aussi qu'il y ait des compétences, des comportements qui soient démontrés dans l'action. On a beau réunir toutes les autres conditions. Si je n'ai pas les compétences, j'adopte des comportements qui sont anti-collaboratifs dans mes échanges, ben, malgré toutes les bonnes conditions, ça se peut que j'ai plus ou moins le goût de collaborer parce que je fais face à des individus, des personnes qui ont des agissements, des comportements qui ne sont vraiment pas acceptables, qui ne m'encouragent pas non plus à collaborer. Et la cinquième, la vigie, c'est toujours la plus difficile, mais c'est de mettre en place des mécanismes pour voir est-ce que vraiment on collabore? Est-ce que vraiment on prend le temps de s'écouter? Donc, d'avoir des moyens qu'on se donne dans l'action pour régulièrement prendre le pouls. Donc, on va les voir une après l'autre de façon plus détaillée. D'abord, le leadership collaboratif. Alors, juste pour bien situer ce point-là, un des points importants en leadership collaboratif, là, je vais vous inviter à prendre votre caméra, à prendre votre cellulaire, que vous devriez avoir pas loin, normalement, si vous êtes comme la plupart d'entre nous. Donc, j'invite à prendre votre cellulaire et à ouvrir la caméra de votre cellulaire. Alors, si c'est fait, maintenant, je vous inviterai à passer en mode selfie. Alors, si vous avez pris votre téléphone, ouvert votre caméra et vous êtes placé en mode selfie, vous devriez voir votre face dans le téléphone. Et le message ici, c'est que la collaboration efficace, ça commence d'abord par Bibi, ça commence par nous, ça commence par les attitudes, les comportements, les actions que je prends, moi, comme leader ou comme professionnel qui conseille des leaders ou qui intervient dans des équipes.
Donc, la première place à regarder pour améliorer la collaboration, c'est d'abord nous-mêmes. Puis ça me rappelle aussi le feedback d'une participante d'un atelier que j'animais récemment. Elle dit, Marcel, j'ai réalisé que j'étais en collaboration dirigée. Je dis, ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, moi, j'implique le monde, j'invite le monde à participer, mais je sais ce que je m'en vais, puis je veux que la collaboration aille là où moi je veux aller. Alors que j'ai réalisé que je n'étais peut-être pas suffisamment en écoute, peut-être pas suffisamment ouverte à d'autres opinions que celles que moi j'avais déjà. Donc, juste un petit exemple pour montrer que la collaboration, ça commence d'abord par nous-mêmes. Alors, c'est quoi le leadership collaboratif? Bien, ici, vous avez une ligne au centre de l'image, une ligne où on peut être en haut de la ligne ou en bas de la ligne. C'est une question de posture. Alors, moi, je reviens bonjour. C'est quoi la posture que j'occupe, que j'incarne là, quand j'interviens, quand j'agis là, dans des situations de collaboration? Est-ce que je suis en haut de la ligne? Essayez de comprendre ce que les gens me disent, vraiment avec ouverture. Donc, je fais preuve d'ouverture et de curiosité, même si les gens m'amènent des positions, des perspectives qui vont à l'encontre des miennes. Là. Est-ce que je suis capable, je veux comprendre, puis je fais preuve de curiosité pour mieux comprendre? Est-ce que je bouge plus en mode influence pour amener les gens à avoir d'autres perspectives, à prendre en compte différentes données, différentes sources d'informations qui peuvent influencer, différentes approches? Est-ce que je suis capable de faire preuve de vulnérabilité s'il y a quelque chose où j'ai manqué, où j'ai besoin d'aide, où je me suis trompé? Est-ce que je suis capable de montrer cette vulnérabilité-là, puis sans que ça porte à conséquence? Donc, quand je suis comme leader collaboratif, bien, en haut de la ligne, vous avez des comportements fondamentaux là, pour encourager la collaboration autour de nous. Mais on est tous des humains et des fois, on tombe en bas de la ligne. On tombe en bas de la ligne, puis avoir raison, c'est important. J'ai mon idée, puis j'y tiens, puis je ne bouge pas. Mon idée est arrêtée. Alors, je pense à mon André tantôt, là, qui était la directrice des appros. Là, elle avait raison, puis ses idées étaient arrêtées. Puis elle était en mode contrôle, puis c'est moi qui décide. Alors, on n'était pas du tout dans un mode collaboratif. Donc, on a... Puis le leadership collaboratif, c'est vraiment de prendre conscience, je suis où, là? Puis je peux prendre mon expérience personnelle, mais moi, quand je commence à tomber en bas de la ligne, puis à vouloir avoir raison, puis à vouloir imposer mes idées, bien, je m'en rends compte maintenant. Je m'en rends compte, puis oups, je vais faire un petit pas de recul, puis je vais prendre un respect. Physiquement, je m'en rends compte de ce qui se passe, je me raidis un peu, là, puis je tiens à avoir raison, puis là, j'essaie de me ramener consciemment là, en haut de la ligne. Donc, vous, comme leader, dans votre leadership, êtes-vous plus souvent en haut de la ligne? Ou quand vous tombez en bas de la ligne, est-ce que vous vous en rendez compte? Êtes-vous capable de vous ramener en haut de la ligne consciemment? Puis, même chose, si vous voyez que vos équipes, les comités auxquels vous participez, on tombe souvent en bas de la ligne, bien, il y a des raisons à ça. Puis, une des raisons à ça, là, si on va la voir dans la diapo suivante, hein, c'est l'importance du climat de sécurité psychologique. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes familiers avec l'étude que Google a faite il y a une dizaine d'années pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a des équipes qui sont plus performantes que d'autres. C'est quoi le secret de la caramine qui explique qu'une équipe là, vraiment performe puis d'autres moins? Y a-t-il des ingrédients, des caractéristiques qu'on va retrouver? Ils ont mis une équipe qu'ils ont appelée, je pense, Eureka à l'époque là, pour comprendre, OK, c'est quoi qui se passe? Ils ont analysé, étudié toutes les équipes, essayé d'isoler les facteurs qui étaient déterminants là, pour expliquer. Puis, ils en trouvaient plusieurs, évidemment, qui étaient importants. Mais il n'y en avait pas un qui se démarquait plus que d'autres pour dire vraiment qu'une des clés, là, un des facteurs critiques de succès de toutes ces équipes performantes, c'est celui-là. Jusqu'au jour où ils se sont tournés vers ce qu'ils appelaient les sciences sociales pour découvrir cet aspect-là qui s'appelle la sécurité psychologique. Ah, pardon, ça a l'air intéressant. Ils sont retournés voir des équipes, se sont rendus compte, ah, pardon, toi, ces équipes-là, là, on est capable de nommer les vrais enjeux. On est capable d'exprimer des opinions, même si elles vont à l'encontre des idées établies. On n'hésite pas à demander de l'aide. S'il y a des erreurs, on se le dit. Puis on est capable d'avoir des débats animés, de se challenger, là, puis ça peut être chaud comme discussion, puis c'est bien correct, puis ça se fait dans le respect. Donc, une des conditions fondamentales pour qu'il y ait une meilleure collaboration, c'est de se préoccuper de ce climat de sécurité psychologique-là. Donc, ma question pour vous, si vous avez choisi une équipe, un comité, une équipe de projet, un comité de direction, un comité de gestion X, est-ce que dans cette équipe-là, dans ce comité-là en ce moment, on s'écoute,
On est vraiment à l'aise de nommer les véritables enjeux, les vraies affaires, on est capable de les dire, on est capable d'exprimer des opinions, puis même si on sait que ça va choquer un peu, puis ça ne sera pas retenu contre nous, on va être capable de demander de l'aide, d'avouer ses erreurs, puis encore, pas retenu, puis on est capable de les avoir les débats animés. Donc, question pour vous. Donc, je vous inviterai à aller voir dans votre diagnostic, c'est là. Est-ce que c'est un beau sourire, pas de problème, pas un climat super, c'est super de sécurité psychologique ou neutre? Ouais, ça dépend. Ou encore, on n'est vraiment pas là. Puis, je travaillais récemment avec un groupe là, où le climat n'était pas là du tout et ça posait vraiment des problèmes. Donc, on a travaillé aussi à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ramener ce climat-là. En passant là-dessus, à la fin de la présentation qui vous sera envoyée, vous allez retrouver un lien pour télécharger un outil qui donne 4 leviers pour créer un climat de sécurité psychologique, là, qui pourrait vous donner des pistes là, pour attaquer ce volet-là. Donc, deux gestes clés. Donc, pour chacune des conditions, je propose toujours 1 ou 2 gestes clés que vous pouvez adopter. Des choses simples, mais quand on les applique, ça fait toute la différence. 1, organiser une rencontre, soyez un catalyseur, un initiateur d'une rencontre multisecteur pour traiter un enjeu transversal. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure avec ma direction des finances, ma directrice des appros, mon directeur des immeubles, ma directrice de projet qui ne se parlaient pas. Alors moi, ce n'était pas mon rôle, je n'étais pas obligé de faire ça. Mais je suis arrivé avec une proposition d'une rencontre. Écoutez, qu'est-ce que vous diriez si on se rencontrait avec tel design, avec tel participant, avec tel agenda, pour vraiment faire un tour de situation, comprendre les causes du problème, puis voir quelles sont les pistes de solution. C'est ce qui a contribué à dénouer l'enjeu. L'autre, créer un climat de sécurité psychologique. Puis dans les trucs pour faire ça, c'est, entre autres, de se donner des règles du jeu. Écoutez, là, on va prendre le temps de s'écouter. On ne se coupe pas. On peut se dire les vraies affaires ici, là, puis ce qui se dit ici reste ici. Donc, des règles de jeu simples, des fois qu'on prend pour acquis. Mais si on prend le temps de se dire au départ, ça peut aider. Et aussi de faire le tour de table. Vous savez, dans les facteurs qui expliquent aussi les équipes les plus performantes, un autre élément qui est ressorti, c'est dans les équipes performantes, regardez donc, là, les gens, là, il y a un temps d'antenne qui est réparti là, de façon équitable entre tous les membres de l'équipe. Donc, observez vos équipes. Si ce sont toujours les mêmes 2-3 personnes qui parlent tout le temps, il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là pour emmener les autres participants à s'impliquer davantage. Puis une façon de le faire, c'est souvent le tour de table avec des questions. Le soutien organisationnel. C'est intéressant celui-là. Je travaille présentement avec une équipe qui est une équipe de projet où on me dit, bon, mais là, ça ne collabore pas. On a vraiment des enjeux de collaboration dans cette équipe-là. Donc, c'est 3 équipes de 3 secteurs des technologies de l'information dans une grande institution financière. Puis là, ils démarrent un projet. Ils ont pris des ressources de 3 équipes différentes. Ils ont mis ensemble dans ce projet-là pour implanter une solution X. Là, ils se rendent compte qu'il y a un groupe là-dedans que nous, on est les experts, on sait quoi faire, puis vous allez faire ce qu'on vous dit. Il y a un autre groupe qui dit, oui, mais nous, on sait ce qu'on fait, on a une autonomie, vous ne commencerez pas à nous dire quoi faire. Puis il y a un autre groupe qui est un peu navigué entre tout ça. Fait que depuis 6 mois, malgré tout, la collaboration n'est pas au rendez-vous. Fait qu'on a eu une discussion, une rencontre avec les directeurs concernés. OK, y a-t-il des conditions d'organisation, de collaboration qui ne sont pas au rendez-vous? Puis ce qu'on a trouvé, c'est beaucoup des conditions au niveau de l'organisation là, qui ne sont pas au rendez-vous. Des conditions au niveau, c'est pas clair pourquoi on fait ça par rapport à la mission, les valeurs, les priorités de l'entreprise. La portée des objectifs du projet ne sont peut-être pas clairement définis. Le parcours de ce qu'on a à faire là, dans le temps, dans les 6, 12, 24 mois pour le suivant, ça demande à être éclairci aussi. Les rôles et responsabilités, c'est peut-être pas aussi bien défini qu'on le souhaiterait. La gouvernance, la prise de décision, prise de décision, c'est vrai que c'est pas très clair comment ça se passe. Donc, casting, on a-tu les bons joueurs? C'est toutes des questions qu'on s'est rendu compte que ça se peut-tu que cette équipe-là rencontre des enjeux de collaboration parce qu'on n'a pas mis en place ces bonnes conditions de départ. Donc, c'est ça quand on parle de soutien organisationnel, ce sont ces exemples-là dont je vous parle. Donc, est-ce qu'on a une culture qui favorise la collaboration? Est-ce qu'on a donc une culture qui encourage ça? Puis c'est dit, c'est nommé, c'est une valeur. Chez nous, la collaboration, puis au-delà des mots, là, on va former puis on va le rappeler. Est-ce qu'on a une structure organisationnelle qui favorise la collaboration?
Je travaillais avec une organisation, ils ont jeté là, par terre 3 lignes d'affaires qui avaient chacun leur profit et pertes là, à chaque année. Ils ont jeté par terre leurs 3 structures pour former des structures fonctionnelles pour justement éviter que chaque ligne d'affaires faisait ses affaires et malgré tous les souhaits de plus de collaboration, ça ne se passait pas. Donc, on a fait des changements au niveau de la structure organisationnelle pour favoriser la collaboration. Puis là, je parle d'une organisation complète, mais ça peut être dans une équipe complète, comment on a divisé les tâches, les rôles, qui fait que les gens ne collaborent pas. Ah, moi, ma job, c'est ça, mon rôle, c'est ça, je m'excuse, pas plus que ça. T'sais. Donc, comment on structure nos équipes pour contribuer ou nuire à la collaboration. Objectif de performance, une autre compagnie avec laquelle je travaille, eux, c'est leur modèle d'affaires qu'ils ont changé. Ils se sont rendus compte que le modèle d'affaires amenait les gens à travailler de façon isolée au profit de l'atteinte de leurs objectifs, aux dépens des objectifs collectifs. Donc, on a revu les objectifs de performance de modèle d'affaires pour favoriser davantage de collaboration entre les secteurs, entre les régions. Est-ce que les dirigeants donnent l'exemple? Est-ce que donc, par eux-mêmes collaborer, eux-mêmes demander de l'aide, eux-mêmes impliquer les gens avant de prendre une décision? Est-ce qu'on indique aux gens, un peu là, Marcel, je veux que tu collabores sur tel projet, écoute, je sais que tu es débordé, mais regarde, maintenant c'est une priorité, si tu peux mettre une journée par semaine là-dessus, on va tasser ça, on va reporter ça, on va t'enlever ça de ta responsabilité pour que tu puisses t'y consacrer. Moi, ce que j'ai observé, c'est beaucoup plus des gens à qui on ajoute des responsabilités par-dessus toutes les autres et on s'attend que les gens collaborent autant. Et à un moment donné, les gens, c'est pas que je ne veux pas collaborer, c'est juste pas le temps, c'est juste pas une priorité là, pour mon patron, pour mes supérieurs, puis j'y arrive pas parce que c'est reconnu. J'ai vu des gens qui s'impliquaient dans des projets, transversaux, qui voulaient collaborer, mais qui se le faisaient remettre sur le nez parce que pendant ce temps-là, il y avait d'autres priorités locales qui n'étaient pas prises en compte. Là. Alors, c'est le genre de choses qui peuvent aider ou nuire directement à la collaboration. Est-ce qu'on a des outils puis des valeurs de partage d'informations? Maintenant, ne pas partager l'information, on n'a plus d'excuses. Avec les SharePoint là, et autres Teams de ce monde, là, il n'y a pas de raison de partager l'information. Il faut-il encore que ce soit une valeur, qu'il y ait des pratiques? Puis, est-ce qu'on a des prises de décision qui sont très centralisées, ou encore on a des prises de décision qui est prise plus localement? Donc, quelques conditions organisationnelles. Donc, un geste clé que vous pouvez poser. Donc, tenez une session de travail avec des décideurs pour clarifier vision, objectifs, mandat, rôle et responsabilités d'un comité, d'une équipe. C'est l'exemple que je vais donner avec l'équipe de DTI dont je vous parlais. C'est vraiment ça qui a contribué à dénouer cette situation-là en organisant une session de travail avec les décideurs pour se poser des questions. Parce que les conditions de collaboration sont vraiment au rendez-vous. Puis juste avoir la discussion, on s'est rendu compte qu'il y en avait plusieurs, comme je les ai nommés tantôt, qui n'étaient pas au rendez-vous. Donc, des petits gestes simples et qui peuvent vraiment faire une différence. Au niveau des dynamiques d'équipe, donc dynamique d'équipe, beaucoup d'éléments à prendre en compte là-dedans. Le casting, dans le cas dont je parlais dans l'institution financière, le casting est un problème. Il y avait des gens qui vraiment étaient contre le projet, voulaient faire ça à leur façon, ne voulaient pas y consacrer du temps, des gens qui avaient des problèmes interpersonnels entre eux, majeurs. Donc, il y avait des éléments de casting qui étaient clairs, qui devaient revoir. Est-ce qu'on a des bons joueurs? Puis ils se rendaient compte aussi en parlant, il y a des joueurs de telle équipe qui devraient être là, mais qui ne sont pas là. Il faudrait les impliquer davantage. Donc, les conditions d'équipe, choisir les bonnes personnes. Les objectifs communs. On l'a vu, là, une définition de collaboration, c'est d'avoir des objectifs communs, mais est-ce qu'ils sont connus, ces objectifs-là? Est-ce qu'ils sont partagés? Puis est-ce qu'on a une vue commune de comment on va les réaliser ensemble, ces objectifs-là? C'est souvent un des problèmes fondamentaux qui est à la base d'un manque de collaboration. La rencontre de démarrage. Il y a une étude de bonhomme qui a travaillé beaucoup avec des équipes là, et qui en est arrivé à la conclusion. Il dit, écoutez, les équipes qui performent, là, 60% des conditions de succès d'une équipe viennent des conditions qu'on a vues plus tôt. Là. Objectif clair, mandat clair, structure d'équipe, priorité, tout ça est bien défini. Il dit il y a 30% qui vient de la qualité de la rencontre de démarrage. Et ça a été une révélation pour moi. Je sais que c'est une révélation pour beaucoup de monde. Prenez-vous le temps de bien tenir des rencontres de démarrage solides où les gens prennent le temps de se connaître, de s'entendre sur leur mandat, sur comment ils vont travailler ensemble. On a l'illusion, soit qu'on prend des gens de 4 secteurs différents, on les met à travailler ensemble, sans prendre le temps vraiment de définir on joue à quoi, on travaille comment ensemble, t'es qui toi, puis qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on a à livrer.
Donc, la rencontre de démarrage s'il est bien faite, va acheter ces fondations-là. Et je reviens à mon équipe de tout à l'heure, mon équipe de projet. Bien, eux, ce qu'ils ont réalisé, c'est que, on n'a jamais eu de rencontre de démarrage. Je pense qu'on serait dû. Il faut vraiment faire. Une fois qu'on va avoir clarifié l'objectif, priorité, gouvernance, prise de décision et tout ça, on va refaire une rencontre de démarrage avec le groupe pour vraiment repartir sur des nouvelles bases. Nombre de groupes, c'est une façon simple. On amène un groupe à se poser la question, c'est quoi les nombres qu'on veut donner? On attend quoi les uns des autres? Là? Et quand on ouvre cette discussion-là, c'est des gens qui vont dire entre eux, il faut s'écouter, on arrive à l'heure, on est en mode solution, on ne cherche pas de coupable, des normes de base. Mais quand c'est le groupe qui se dit lui-même, là, ça a de l'impact. Et moi, dans les retombées, là, quand on a ces discussions-là, c'est souvent des leaders, t'as raison, on ne s'est pas donné de nombre de groupes, on ne s'est pas donné de charte d'équipe, ils s'en donnent une, et ça fait une différence. Et évidemment, des meetings efficaces. Un des principaux outils de la collaboration, c'est de se regrouper en meeting. Et combien de meetings sont mal organisés? On n'a pas les bonnes personnes, pas la bonne durée, pas la bonne approche. Puis, dans les meetings efficaces, 2 techniques simples là, que vous pouvez retenir qui font la différence, c'est apprendre à diverger puis apprendre à converger. Diverger, comment on va s'y prendre pour aller chercher l'opinion de tout le monde? Et comment on va s'y prendre pour converger vers des solutions communes. Il y a des techniques simples pour faire ça, vous en avez sûrement appliqué plusieurs, mais juste quand je convoque un meeting, je le structure pour être en mode on diverge, on écoute tout le monde, on converge avec des critères de décision. Donc, des petites techniques simples qui peuvent faire la différence. Donc, deux conditions d'équipe, 2 gestes clés. Alors, organiser dans le compte de démarrage, on l'a vu. Donc, on a vu l'importance, 30% de l'efficacité, du niveau de performance d'une équipe passe par une rencontre de démarrage solide, qui jette des fondations solides, puis demander à une équipe de se donner des normes de groupe. Puis si ça n'a pas été fait, ou si vous démarrez des équipes, là, un petit exercice, on attend quoi les uns des autres? Puis on se le dit, puis on peut l'écrire, on peut se le partager par la suite. Donc, des petits trucs simples qui peuvent aider. Compétences collaboratives. Donc, on a beau, comme je le disais tantôt, là, on a beau avoir un leadership qui donne l'exemple, qui met en place les conditions, on a beau mettre en place les conditions, en termes de responsabilité, de priorité, de partage d'identifier les bonnes ressources, mettre en place des conditions d'équipe, des normes d'équipe et tout ça. Mais ultimement, ça se passe comment? Dans l'action, dans nos échanges. Comment on se comporte dans nos rencontres, comment on se comporte dans nos échanges de courriels, dans nos rencontres Teams pour faire avancer les dossiers. Là. Et les comportements qu'on va adopter vont faire toute la différence pour dire que c'est le fun de collaborer avec ce groupe-là, cette personne-là, ou pas sûr que ça me tente. Donc, quelques éléments, quelques compétences à considérer par rapport à ça. Influencer plutôt que d'imposer. Quand on influence, écoutez, une équipe avec laquelle je travaillais, c'était des experts en API, donc des techniques d'application au niveau des TI. Puis eux avaient à mettre en place des pratiques à ce niveau-là dans toute leur organisation et débarquaient beaucoup avec leur position d'expert. Moi, je sais, la règle, c'est ça. On donnait comme mandat à l'institution de s'assurer que ces règles-là étaient respectées et arrivait dans les différentes unités avec cette position d'expert-là. Ça ne marchait pas. Ils avaient beaucoup de résistance par rapport à leur façon, à cette approche-là. Et leur directeur principal dit un peu, ça marche pas. Il dit, il faut vraiment qu'on ait une approche plus de partenariat. Puis c'est là qu'il dit un peu, il faut qu'on se donne des outils pour mieux influencer, être plus en mode influence. Donc, ils ont appris à, OK, ça faisait quoi être un partenaire? Ça veut dire quoi, là, avoir une approche de partenariat versus une approche d'expert? Oups, plus d'écoute. C'est souvent ça, là, d'être beaucoup à l'écoute de ce que l'autre personne a dit. Puis un des directeurs dit, avec tout ce qu'on discutait, il dit, j'abordais un meeting, là, puis je savais qu'on s'enlignait vers des discussions pas mal plus difficiles avec cette équipe-là. Puis là, j'ai pris la peine de me poser la question, OK, comment je peux organiser la rencontre là, pour s'assurer qu'on va avoir un climat là, positif, qu'on reste en mode solution, puis qu'on ne tombera pas là, en position de camper chacun dans nos positions. Et j'ai pris la peine de bien préparer la rencontre, de bien l'animer. Puis là où ça aurait pu vraiment, là, on aurait pu se prendre, là, ça s'est très bien déroulé parce qu'il était en mode influence, parce qu'il était en mode écoute et parce qu'aussi il a pris le temps de bien là, désigner là, son meeting en conséquence.
Une des compétences aussi que démontrent les gens collaboratifs, c'est l'approche solution. L'approche qui dit, OK, t'as pu, je veux comprendre le problème, je veux comprendre, OK, c'est quoi les causes du problème, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est possible, et de pas de, ben là, on a essayé, ça ne donne rien, être découragé, puis blâmer les autres, puis faire de l'évitement, le blâme, toujours les autres qui sont responsables. Les collaborateurs, ils adoptent une approche solution. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble par rapport à ça? Et évidemment, une des compétences, c'est la conscience de savoir est-ce que je suis en haut de la ligne ou en bas de la ligne. Ça, c'est facile à dire comme ça. Mais quand il y a des débats animés, quand il y a des compositions de vue, là, de rester centré, puis de ne pas se mettre en mode de défense, puis de j'ai raison, puis ou de même, à la limite, de blâme de l'autre, d'attaque de l'autre. Il faut être conscient de soi. Puis, moi, j'ai appris, comme je l'ai dit tantôt, j'ai appris à me reconnaître. Puis, j'ai appris aussi à apprécier là, quand on est dans la mélasse. Là, quand c'est difficile, puis on n'y arrivera pas. Puis, je deviens patient. Malgré ça, je reste dans le moment, reste dans la discussion, reste centré sur l'objectif, puis je reste en mode solution, puis on va avancer vers une solution qui sera plus collaborative. Ça, des choses simples, mais comme intervenant, que ce soit comme leader ou comme participant d'une rencontre, là, qui peut faire la différence. Donc, 2 gestes clés par rapport aux compétences collaboratives. Poser des questions ouvertes qui font réfléchir et qui provoquent la discussion. Je faisais remarquer récemment à un groupe, avez-vous remarqué que moi, j'observe beaucoup de leaders quand ils sont dans leur rencontre d'équipe, là, puis les leaders ont tendance à parler pas mal plus qu'ils posent des questions. Fait que êtes-vous des leaders qui est plus en mode parler qu'écouter? Il y en a qui disaient, ouais, moi, ça m'a interpellé. Je me rends compte que je parle peut-être un peu trop là. Alors, un bon leader collaboratif, il parle moins, il pose plus de questions pour comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. Qu'est-ce qui font que les autres sont là? Puis un des directeurs avec qui je travaillais dit je suis arrivé dans un meeting, puis à la place de parler puis faire mon point de vue, de faire parler mon point de vue comme je l'aurais fait normalement, je me suis tué, puis j'ai écouté. Et c'est étonnant tout ce que tu peux apprendre et découvrir quand tu te mets à écouter puis à observer les autres. Donc, un bon leader collaboratif, là, il va poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui t'amène à dire ça? C'est quoi tes options? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? C'est quoi les causes, à votre avis, du problème? Des questions ouvertes et on pose la question et zip, on écoute. Puis l'autre, c'est écouter puis bâtir sur ce que les autres disent. Poser des questions, c'est la première étape. Encore, faut-il écouter avec un esprit ouvert, puis bâtir. Écoute, je t'entends, OK, c'est vrai, oh, OK, je ne suis pas ça, je vois ça de la même façon. Moi, je vois ça, puis là, on rentre dans le débat, on bâtit, écoute, on pourrait plutôt faire ça. On reste dans ce débat-là qui se veut constructif par rapport à ça. Et le dernier point, la dernière condition, la vigie. Alors, on a beau à mettre en place toutes ces belles conditions-là, on est dans un monde dynamique qui bouge tout le temps, les choses vont vite. Alors, donc, la vigie, c'est mettre des actions de vigie, prendre le pouls régulièrement sur l'état des conditions. Donc, sondage éclair à la fin d'une rencontre. Je pense à un leader qui avait appliqué cette pratique-là. Nous, on l'a fait aussi. À la fin de rencontre, il demandait, il posait 2 questions. Est-ce que tout a été dit? Est-ce que j'ai été écouté? Donc, il posait un peu la question à savoir ce que tout a été dit. Donc, climat de sécurité psychologique, là, on peut dire les choses. Est-ce que j'ai été écouté? Parce que souvent, on peut intervenir et on ne se sent pas écouté. Puis ça en est toujours un débat non pas sur le sujet comme tel, mais sur comment on travaille ensemble. Une autre équipe ils ont mis en place ce qu'ils appellent un méta-feedbacker. C'est-à-dire une personne qui va chercher, qui est légitimée, nommée en début de rencontre pour partager le feedback sur comment la rencontre s'est déroulée à la fin. Donc, le méta-feedbacker, c'était leur terme, il était responsable de nommer un peu, voici ce qui se passe, voici ce que j'ai observé, on s'est bien écouté, non, si on ne s'est pas écouté, on n'a pas conclu sur plein de sujets, donc ça donne du feedback immédiat sur ce qui se passait, c'est très pratique. Puis nous, on l'a appliqué dans nos rencontres, puis je me souviens d'une rencontre où la personne qui avait ce rôle-là nous dit, je n'ai pas aimé comment on a travaillé aujourd'hui, il dit, on ne s'est pas écouté, je suis déçu de notre rencontre, on s'est tous redressé le dos, puis arrêté un peu, là on avait un feedback immédiat, on avait une personne qui était légitimée pour nous le dire, et ça a vraiment suscité des bonnes prises de conscience. Est-ce qu'on respecte nos normes, nos pratiques établies par l'équipe?
puis quelle action qu'on pourrait mettre en place pour corriger ça. Donc, petit geste clé, tenez des conversations lorsque un ou des membres de l'équipe adoptent des comportements non collaboratifs. Alors, ça arrive des fois des gens qui coupent la parole, qui n'écoutent pas, qui font à leur tête, qui confrontent, qui sont en mode blâme, en mode défense tout le temps. Alors, des fois, il faut avoir des conversations avec ces gens-là. Puis, donc, il y a des façons de tenir des conversations, mais oser dire des choses, ça en fait partie parce qu'il suffit d'une personne, des fois, qui n'adopte pas les bons comportements pour que ça pose problème. Donc, un petit rappel en résumé. Donc, vous voulez de la collaboration? Bien, pour être expert en collaboration, il faut d'abord se rendre compte qu'il y a des conditions qui ne sont pas en place. Alors, ou encore être en mesure de mettre en place ces conditions. C'est deux choses. Je suis dans une situation, pourquoi on ne collabore pas? Ah, parce qu'il y a peut-être telle condition qui n'est pas en place. Ou encore, je mets en place un comité, une équipe pour collaborer à un projet. Je m'assure de mettre en place ces conditions-là. Et plus je suis en mesure de les comprendre, mais plus je peux prendre des actions pour corriger les situations, mettre en place des conditions selon ce que j'aurais constaté. Donc, ces conditions, c'est quoi? On sait pourquoi on le fait, on répond à un besoin, on a des objectifs à atteindre, puis après ça, on met 5 conditions. Un leadership collaboratif qui va être inclusif, qui va créer le climat de sécurité psychologique, qui va poser des questions ouvertes, qui va amener les gens à participer, qui va aider les gens de plusieurs secteurs pour traiter des enjeux transversaux, des enjeux communs. Et on va mettre en place des conditions organisationnelles qui favorisent les échanges. On va mettre en place une dynamique d'équipe, casting, des nombres de groupes, des rencontres de démarrage. On s'assure d'avoir les bons comportements qui encouragent les échanges et l'écoute, puis on va se donner des points de suivi. Donc, si vous avez pris le temps de remplir votre diagnostic à la fin, ça vous dit quoi? Avez-vous plein de bonhommes sourires partout? Avez-vous des fasteneurs ou avez-vous des babounes à plusieurs endroits? Puis, si vous avez beaucoup d'enjeux qui ont été identifiés, c'est quoi les conséquences du statu quo? Est-ce qu'on peut vraiment accepter que le mot collaboration ne soit pas plus élevé que ça? Donc, piste d'action. Alors, moi, j'aime beaucoup que tout ça, vous avez vu, j'aime proposer des choses très terre à terre, très simples, mais qui font la différence quand on pose des gestes. Alors, moi, expert en collaboration, en jeu de silo, avez-vous des enjeux de silo dans certains endroits, dans votre organisation, vous avez identifié? Donc, est-ce qu'il y a une situation où l'absence de collaboration pose un problème? Puis après ça, partagez puis validez votre constat avec un décideur concerné. Écoutez, moi, ce que j'observe, c'est ça. Les conditions de collaboration, c'est ça. Quels sont ton rendez-vous? J'observe que non. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Puis si on est d'accord qu'il y a un enjeu, je travaille justement avec une équipe en ce moment, on démarre la démarche. Là, puis c'était d'abord, oui, le comité de direction est d'accord qu'il y a une situation, ces trois équipes-là, qui fait que la collaboration n'est pas au rendez-vous, puis on ne peut pas se permettre de continuer comme ça. OK, parfait. Et là, on a proposé une démarche pour dire voici ce qu'on pourrait faire maintenant pour dénouer cet enjeu-là. Donc, là, il y a un constat, il y a une volonté, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc, vous êtes des experts en ressources humaines, vous connaissez vos gens, donc posez les bonnes questions, partagez vos constats, puis mettez en place des rencontres dans une équipe, des points de vigie, des petites capsules de formation que vous pouvez partager, utilisez les 5 niveaux de collaboration qu'on voit en haut de l'écran. Alors, on est où? Ah, qu'est-ce qui fait qu'on est là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire bouger l'aiguille? Puis encore, présenter les 5 conditions. À votre avis, est-ce que ces conditions sont au rendez-vous ou pas? Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous voyez, on pose des constats, on soulève des questions, on suscite des discussions et ça peut nous mettre en action pour faire avancer les choses. Voilà, ça conclut ma présentation. Alors, j'espère que ça vous a suscité des prises de conscience, des réflexions, des rappels de choses évidemment que vous savez déjà, des petites actions que vous avez pu noter que vous pouvez faire, que vous pouvez prendre dans votre organisation. Et mon souhait, mettre plus de mains dans l'organisation, il suffit d'adopter quelques-uns de ces gestes-là et vous allez mettre plus de mains dans vos organisations, plus d'humains, plus de performance, plus d'engagement, plus de productivité et plus de rétention et d'attraction des employés, puis plus de plaisir en bout de ligne. Alors, c'est ce que je vous souhaite en espérant que ça vous a été utile. Merci beaucoup, M. Auclair. Je suis convaincu que les gens qui sont à l'écoute pourront appliquer ça dans les différentes organisations. On y va avec une période de questions. On a une question qui est arrivée. Les statistiques, une crise de collaboration en chiffres provient d'avant ou d'après 2020? C'est après 2020. L'étude a été faite en 2022.
2022 par Corel, qui sont vraiment allés voir. Eux, il y avait un intérêt parce qu'ils ont des plateformes de collaboration, mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment plusieurs pays, 2000 employés, puis le constat est quand même très, très probant. Puis pour moi, le constat est... Pour moi, je ne le questionne pas parce que ce que j'observe dans la vraie vie, ça ressemble pas mal à ça aussi. Mhm. Mais c'est après la pandémie, oui. Ben c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est toujours bon de se situer avant ou après pandémie parce que, évidemment, la collaboration a peut-être pris des formes différentes. A pris une forme très différente, effectivement. Oui. Merci beaucoup. Merci, M. Auclair. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui.